au crime. Ce soir, nous accueillons Patrick Rouget, ancien chef de la division de police technique au SRPJ de Toulouse, pour un cours sur la police technique et scientifique au service de l'enquête. Donc nous sommes ensemble pendant 2 heures, 1 heure de cours et 1 heure d'échange. Je vais peut-être vous rappeler d'autres dates. La semaine prochaine, nous recevons, le 11 avril, donc nous recevons le docteur Hervé Fabrizi pour un cours sur la médecine légale. Le 18 avril, il n'y aura pas de cours et nous nous retrouverons le 25 avril avec Céline Nguyen et Marianne Chouteau, maître de conférence à l'INSA de Lyon, pour un cours sur les représentations de la technique dans les séries policières américaines. Donc pensez bien à vous inscrire si ce n'est déjà fait. Voilà, je peux vous rappeler également que vous avez accès à la bibliographie des cours sur le portail des médiathèques CAPI. Je vais laisser la place à Patrick Rouget et je vous demanderai d'éteindre vos portables. Merci. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Si ma voix porte assez, je vais me passer de micro. Dites-moi-le. Voilà. Donc je suis ravi d'être avec vous ce soir. Avec mon accent, vous voyez que je suis du sud-ouest. Je viens de Toulouse. Je remercie donc les organisateurs de cette université pour que je puisse vous parler donc de la police technique et scientifique. Alors, la police technique et scientifique, je vais d'abord finir de me présenter. Donc, je m'appelle Patrick Rouget. Ma carrière en police judiciaire, puisque je suis jeune retraité de la police, j'étais officier de police, a commencé dans le banditisme à Paris, après à Interpol France, et après 16 ans au laboratoire de police scientifique de Toulouse, pour finir mes 8 dernières années au sein de la police judiciaire de Toulouse comme responsable de la police technique et scientifique sur la région Midi-Pyrénées. Voilà mon cursus. Donc je vais vous présenter l'organisation de la police scientifique en France, ses missions, son personnel, et à travers un PowerPoint que j'ai préparé pour vous, je vous montrerai tout ce qu'on peut prélever sur une scène de crime et comment on l'exploite. Et puis donc si je n'ai pas tout à fait répondu à vos attentes pendant cette première heure, on a une seconde heure pour vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, même les plus embêtantes. Il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Alors, la police technique et scientifique, elle a commencé en France par Bertillon, Alphonse Bertillon, dont vous avez entendu parler, je pense. Alphonse Bertillon, qui a créé le premier service anthropométrique. Il s'occupait d'anthropométrie. Il ne croyait pas du tout aux empreintes digitales, d'ailleurs. Voilà. Donc, il avait, comme on ne pouvait plus, identifier les récidivistes par la position de la fleur de lys, il fallait qu'on trouve un moyen pour les identifier. Alors, avant que Bertillon, crée l'anthropométrie et quelques mesures qui nous restent encore, je vous le dirai, on donnait, la police, notamment parisienne, donnait à tous les informateurs, quand ils donnaient une information pour identifier un récidiviste, ils donnaient une blague à tabac. Donc la blague à tabac, vous savez, c'est le paquet de tabac. Et vous savez que le mot passage à tabac, qui a pris une autre forme, une autre dimension après, vient de là. C'était donc la blague à tabac que la police donnait aux informateurs pour qu'ils identifient les récidivistes. Voilà. Après, je veux dire, cette élocution a été déformée et c'est devenu le passage à tabac qui n'avait plus rien à voir avec un informateur qui donnait des renseignements. Alors Alphonse Bertillon, le 1er février 1888, il crée donc le service anthropométrique dans les combles du palais de justice de Paris. Alors service anthropométrique, c'est quoi l'anthropométrie? Pour lui, on mesurait la taille d'un individu qui était arrêté, donc qui nous reste toujours d'ailleurs. On lui mesurait certaines parties du corps, la longueur de la coudée, c'est-à-dire la longueur de la main jusqu'au coude, la céphalée, donc le diamètre de la tête, et plusieurs mesures. Et en plus, on observait et on faisait une description de l'iris gauche, de l'oreille, du nez, de tout le visage, ce qui est devenu maintenant la biométrie. Alphonse Bertillon est le précurseur de la biométrie qu'on a en ce moment, puisque pour sécuriser certains lieux
certains lieux très sensibles, eh bien, on reprend la pupille de l'œil pour pouvoir se faire ouvrir une porte, un accès, etc. Bon, on commence par les empreintes digitales que vous avez sur la nouvelle carte d'identité, mais la pupille, ça arrive. Voilà. Donc, Alphonse Bertillon, à travers ce qu'on appelle le portrait parlé, donc, a été le précurseur de la biométrie. Donc, Alphonse Bertillon, avec l'anthropométrie, pendant qu'il faisait son anthropométrie à Paris, anthropométrie et puis portrait parlé, dans le monde entier, et notamment en Angleterre, avec deux personnes qui ont été sœurs Galadon et un monsieur qui était policier, inspecteur de police en Argentine, qui s'appelait Vucetich. Voilà, eux, ils s'étaient penchés sur les empreintes digitales et ils avaient vu déjà que les empreintes digitales, c'était intéressant, on en verra quelques-unes là, très intéressant à travailler, puisque, je vous le redirai, elles sont immuables depuis la 8e semaine de la vie jusqu'à la putréfaction. Et il y a une énorme diversité, c'est-à-dire que vous êtes une soixantaine ici, vous avez des empreintes toutes différentes, et même s'il y avait des jumeaux, vos empreintes digitales seront différentes. Par contre, la galerie, on en parlera, des jumeaux sortant de même œuf ont des empreintes génétiques identiques, mais ont des empreintes digitales différentes. Voilà. Donc, les jumeaux, on ne peut les identifier formellement, s'ils sont originels, voilà, que par les empreintes digitales. Mais on en reparlera. Voilà. Donc, les empreintes digitales étaient exploitées de plus en plus dans le monde entier, mais Bertillon ne croyait toujours pas, et il a fallu que ce soit son chef de service qui l'oblige avec l'anthropométrie, d'associer les empreintes digitales. Et ce qui a été remarquable, c'est que, évidemment, ces empreintes digitales ont vite été opérationnelles, et en 1902, à Paris, lors d'un cambriolage chez un bijoutier, le cambrioleur a tué le bijoutier. Et en repassant par la fenêtre par laquelle il était rentré, il a mis un de ses doigts sur la lettre. Voilà. Donc l'identité judiciaire, ça n'existait pas sous cette forme-là, mais ce qui est devenu l'identité judiciaire, a révélé cette empreinte digitale sur la vitre avec de la poudre, mais dans d'autres moyens, je vous les montrerai tout à l'heure. Et cette personne était connue des fichiers de Bertillon, pour avoir fait, c'était un activiste, et il a été identifié pour avoir pénétré dans l'appartement, et après c'est l'enquête qui l'a fait craquer, et donc il a parce que je vous le redirai tout au long de mon exposé, la police technique et scientifique, ça prélève des traces, ça identifie des traces de passage. Mais ça, c'est inséré dans l'enquête, et c'est à l'enquêteur de savoir si ces traces de passage, c'est le voisin qui a bu l'apéritif avant que son voisin soit tué 2 heures plus tard, ou si c'est les traces du suspect. Ça, c'est pas la police scientifique qui va le dire, c'est l'enquête pure. Voilà. Donc, et ça a évolué, donc ces empreintes digitales, évidemment, les fichiers ça a été de plus en plus efficace. Mais en fait, en France, le premier précurseur de ce qu'on peut appeler la police scientifique, vous avez des livres sur lui là-bas, c'est M. Edmond Lecard, qui était à la fois scientifique et qui avait une licence en droit, et qui a créé en France le premier laboratoire de police scientifique au commissariat de Lyon, voilà, en 1910. Voilà. La police scientifique, elle est vraiment en France en 1910 avec Lyon et le premier laboratoire de police. Voilà, donc il y avait Lecard d'un côté, police scientifique, Bertillon de l'autre, on peut appeler la police technique. C'est pour ça qu'on lie évidemment la police technique avec la police scientifique. Alors, donc, dans la France entière, il y avait des embryons de police scientifique, de services scientifiques, mais il n'y avait pas une organisation nationale. Et cette organisation nationale, elle est arrivée par un décret du 27 novembre 1943. Voilà. 27 novembre 1943, qui crée des services au niveau français, au niveau de ce qui est devenu la direction générale de la police nationale, tous les services de police technique et scientifique, géographiquement, leur implantation, tout a été fait par ce décret du 27 novembre 1943. Et on retrouve en ce moment, à l'heure où je vous parle, toute l'implantation est exactement restée la même. C'est-à-dire que dans tous les commissariats de police
et vous en avez un à Bourgogne-Jallieu, il y a des spécialistes de la police technique et scientifique qui ne font que ça depuis le 27 novembre 1943. Hein, voilà. Ils ne font pas d'enquête, qu'ils soient policiers ou scientifiques, ils ne font pas d'enquête, ils ne font que de la police technique et scientifique. Voilà. Par contre, ce qui a évolué, évidemment, c'est le matériel, la formation, etc. Alors, au niveau national, la direction générale de la police nationale, qui dépend du ministère de l'Intérieur, c'est une très large direction générale, avec des directions qu'on appelle centrales de police différentes. Alors, celle où il y a à peu près, en France, il y a à peu près 120 à 130 000 policiers, tout grades confondus, et 80% des policiers se trouvent ce qu'on appelle en sécurité publique, hein, c'est-à-dire un commissariat, comme vous avez ici, et qui traite de la petite et moyenne délinquance. Après, pour la délinquance, le crime organisé et la délinquance itinérante, hein, on a fait, le magistrat saisit la police judiciaire, hein, par le biais de la direction centrale de la police judiciaire. Et donc, dans toutes les régions, vous avez au niveau territorial ce qu'on appelle des services régionaux de police judiciaire. Moi, je faisais partie de celui de Toulouse, hein, voilà, qui traitent toutes ces affaires importantes criminelles, donc trafic de stupéfiants, trafic d'êtres humains, de proxénétisme, terrorisme, crime de sang, mais où l'auteur n'est pas arrêté immédiatement parce que c'est dans un couple, il y a eu une dispute et il y a meurtre. Là, c'est le commissariat de Bourgogne-Jallieu qui va le traiter. Voilà, ou la gendarmerie si c'est sur un peu plus en campagne. Hein, voilà. Mais tout ce qui est crime à énigme et tout ce qui est financier de haut niveau, c'est la police judiciaire en France qui le traite. Voilà. Et la police technique et scientifique est gérée pour tout le monde, pour tous les policiers de France et de Navarre, c'est-à-dire qui soient en police judiciaire, en commissariat, à la police aux frontières, hein, puisque la police aux frontières, la police scientifique aussi est partie prenante. Il peut y avoir des meurtres, des cambriolages dans un aéroport, il y a des faux documents. Les faux documents, la police aux frontières les traite, mais nous, on a des techniques pour identifier des impressions pour les faux documents, des impressions par des imprimantes, pour des photocopieurs. C'est la police scientifique qui va être chargée de faire ça. Donc, on est à la disposition, la police scientifique, de tous les officiers de police judiciaire de France, qui soient policiers ou gendarmes, et de tous les magistrats. C'est au niveau. Et la formation se fait à notre sous-direction de la police technique et scientifique, qui est à Écully, à côté de Lyon. Hein, voilà. Tout le monde qui soit en commissariat, que vous soyez scientifique, dans un commissariat pour faire de la police technique et scientifique, dans un service de police judiciaire, ou dans un laboratoire de police, parce qu'il y en a 5 en France, ou alors à la direction centrale, tout le monde est formé de la même façon. Après, en fonction des postes, c'est le matériel qui est différent, et la police judiciaire, par exemple, si à Bourgogne-Jallieu, demain matin, ce que je ne peux pas, il y a un peu de les personnels policiers et scientifiques de Bourgogne-Jallieu vont aller en premier sur le terrain, et donc c'est la police judiciaire en général qui va être chargée de la guerre. Donc, Lyon, le service régional de police judiciaire de Lyon viendra avec ses enquêteurs spécialisés et avec sa police technique scientifique, avec le matériel que je vais vous montrer là ce soir et qui viendra, j'allais dire, traiter la sécurité. Voilà comment est organisée la police scientifique en France. Et les personnels étaient, à l'époque, c'était des policiers qui ne faisaient plus de la police scientifique, et maintenant, c'est de plus en plus des personnels scientifiques recrutés par des concours nationaux. Hein. Alors, ils sont fonctionnaires. Avant 1992, ils étaient contractuels. Maintenant, la police nationale, le ministère de l'Intérieur, a créé les 3 concours, les 3 catégories de concours, comme dans toute la fonction publique. C'est en fonction des diplômes demandés. Donc, la catégorie C, c'est pas péjoratif ce que je vais vous dire, c'est le plus bas des concours de la fonction publique, hein, qu'il soit en police ou à la DNE ou ailleurs à l'éducation nationale. Il faut avoir le brevet. Le niveau du concours, c'est le brevet. On a évidemment des gens plus diplômés qui le passent. Après, technicien, ça s'appelle technicien de police technique et scientifique pour eux. Il faut un bac plus 2, scientifique en général, et ils choisissent la spécialité, notamment entre l'informatique et l'électronique, la biologie et la chimie. Et après, il y a les ingénieurs, bac plus 5, qui choisissent, qui ont tout un panel à choisir, qui va donc les 4 premiers que je vous ai dit, mais il y a en plus la toxicologie, parce que à la pharmacie, dans les laboratoires de police, évidemment, on analyse les stupéfiants et surtout ceux qui peuvent avoir besoin des quelqu'un, c'est
des pharmaciens en général, des toxicologues, mais c'est la fac de pharmacie qui les forme. Après, il y a des gens en chimie qui font les essais analytiques. Voilà. Après, il y a des gens en chimie qui traitent tout ce qui peut être analysé, qui est minéral en général, et qui peut être analysé. Alors, ça peut être ça peut être des fibres, ça peut être des pellicles, ça peut être des parapluies, ça peut être des arbres, ça peut être du bidon-chou, tout ce qui peut être analysable sur le terrain, c'est analysé en chimie. Et après, il y a la partie police technique, donc c'est donc en général l'identité judiciaire et les nouvelles technologies. Alors, l'identité judiciaire, c'est les gens que vous voyez sur le terrain, même à la télé, et qui viennent avec une société judiciaire, qui prennent des photos sur le terrain, qui font de la vidéo et qui vont relever tous les indices qu'a pu laisser le malfaiteur, de la trace papillaire aux traces biologiques, aux fibres, etc. Donc, je vous montre ça. Je vous ai ramené à peu près tout le panel. Voilà. Et après, donc, pour les empreintes digitales, c'est traité directement dans les services d'identité judiciaire, avec une base nationale de police et gendarmerie. Et pour vous dire, sur même un véhicule, parce qu'il n'y a pas de petites affaires en police judiciaire, sur un véhicule volé découvert, voilà, quand la police technique et scientifique de proximité, comme on appelle dans les commissariats, s'ils révèlent une empreinte digitale dans la voiture, ils vont envoyer cette empreinte digitale, ce qu'on appelle un transfert, à l'identité judiciaire, à la PJ Lyon, voilà, qui va envoyer ça dans la base de données, et à une heure, si la personne qui a laissé ses empreintes est connue de la base de données, en une heure, on aura l'identification de la personne. Donc ça va très très vite. Effectivement, dans la film des experts, ça va plus vite que ça. Déjà, une heure, c'est très court. Et en ADN, on a fait des progrès. Avant, il fallait 36 heures pour faire une analyse. Maintenant, dans les premiers délais de garde à vue, à 18 heures, on peut avoir l'analyse, si le prélèvement n'est pas trop est bon, pas trop dilué dans les artères, etc. Mais à 18 heures, on peut avoir l'analyse et la réponse du fichier. Donc ça va assez vite quand même. Après, pour d'autres examens, pour d'autres analyses, il faut un peu plus de temps. Voilà comment est organisée la police scientifique sur notre territoire. Alors, la sous-direction. Alors, pourquoi une sous-direction? Parce qu'à la direction centrale de la police judiciaire, il y a 4 sous-directions avec des sous-directeurs. On est chef de sous-direction, on est directeur de cette sous-direction, donc ça s'appelle le sous-directeur. Voilà. Donc, il y a un sous-directeur qui est policier, avec évidemment un conseiller scientifique, un adjoint qui est policier aussi. Alors, ce qu'on appelle la division de la logistique opérationnelle, c'est l'administration, c'est ceux qui s'occupent de la gestion. Voilà. Après, vous avez une division des études et liaisons de la formation, c'est où on forme tous les personnels policiers et scientifiques en France, en police, qui vont faire de la police scientifique. Voilà. Et donc, il y a des formateurs qui font ça, qui sont là à temps complet, et puis il y a des formateurs comme moi qui viennent apporter, qui venaient à l'époque, apporter leur aide dans certaines spécialités. Moi, j'étais surtout spécialiste des scènes de crime, de terrorisme, et puis l'analyse des faux documents, mais les fausses cartes d'identité, etc. Mais les comparaisons d'écriture manuscrite et les identifications de photocopieurs, d'imprimantes, etc. Voilà. Et après, vous avez 3 services qu'on retrouve en province, dont le service central d'identité judiciaire, donc c'est ceux, je vous ai dit, qui vont chercher les indices sur le terrain, voilà, avec en déclinaison tous les services extérieurs, voilà. Même nombre qu'en 1943, pas de plus, pas de moins. Voilà. Parce que ça avait été, dans toutes les villes, il y avait un service de police technique et scientifique. À droite, ce qu'on appelle le service de documentation criminelle, parce que je vous dirai dans quelques minutes que la police technique et scientifique, ce qu'on voit sur le terrain, c'est l'identité judiciaire. Mais le bas de l'iceberg qu'on ne voit jamais, c'est la tenue de tous les fichiers de police et de toute la diffusion de l'information policière. Voilà, tous les jours. Et ça, c'est la police technique et scientifique qui s'en occupe, et ce qu'on ne sait pas. Mais on y reviendra. Et évidemment, il a fallu se mettre à la hauteur des malfaiteurs, et on a créé un service central de l'informatique et des traces technologiques. Voilà. Mais on va y revenir. Et donc, en province, en police judiciaire, il y a le pendant de cette sous-direction de la police technique et scientifique au sein de tous les services régionaux de police judiciaire, et ça s'appelle une division de police technique. Voilà. Et donc, j'étais responsable pendant 8 ans de celle de Toulouse, avec des correspondants dans tous les commissariats, évidemment, de Midi-Pyrénées.
Si je vais trop vite, vous me le dites. Hein. C'est pas... Parce que je parle beaucoup, vous allez... Alors voilà, les différentes missions de la police technique et scientifique, c'est d'abord une aide technique à l'enquête. Hein. On amène toute la logistique de l'enquête à l'enquêteur. Hein. Tout compris. Voilà. Évidemment, c'est la recherche d'éléments probants et objectifs qui vont aller jusqu'à la cour d'assises, pour les affaires criminelles qui vont en cour d'assises. Les spécialistes de la police technique et scientifique vont aller à la barre pour défendre leur dossier de police technique et scientifique. La mémoire de la police, je viens de vous en toucher 2 mots. Chaque fois qu'on fait une procédure judiciaire, c'est-à-dire que quelqu'un est arrêté parce qu'il a fait un délit avec lui, voilà, le policier va faire ce qu'on appelle une procédure judiciaire avec le magistrat. Et cette procédure judiciaire, eh bien, elle va être gardée dans nos archives. Alors, ce n'est pas le casier judiciaire, pas d'accord. Le casier judiciaire, c'est pour les condamnés, c'est la justice qui garde dans ces fichiers, donc les condamnations. Nous, c'est plus jamais que avoir de la police, les procédures judiciaires qu'on fait tous les jours, qui sont gardées donc, dans un fichier légal. Un fichier légal. Et si vous voulez, quand on entend quelqu'un qui est numéro de poste, voilà, le procureur de la République, puisque c'est lui qui gère la police judiciaire en France, va nous demander d'enlever la personne qui est soupçonnée, qui n'a pas rien à voir, va nous demander de l'effacer du fichier. Voilà. Donc c'est ce qu'on a dans le droit de la police, c'est vraiment une qu'on a soupçonné et pas mort. Voilà. Et après, la justice, les condamne ou ils ont une peine avec sursis, etc. Mais ça, nous, ça nous regarde. Et après, la diffusion de l'information, c'est quoi? Tous les jours, il y a des vols, il y a des personnes qui disparaissent, mais parce qu'ils ont disparu, ce sont des malfaiteurs, ou parce qu'ils se sont en criminalité psychiatrique, ou parce que c'est des gamins qui disparaissent, et en plus, on croit. Et tout ça, ça arrive à la police judiciaire. Que ce soit du commissariat de la gendarmerie. Et nous, en fonction donc, de la gravité des faits, on va diffuser localement tous les services de police de la gendarmerie, localement, régionalement, plusieurs régions, de la France entière, voire, puisque c'est la police judiciaire qui s'occupe de toutes les relations internationales pour la police de la gendarmerie, voire par le Canada Interpol dans les 187 pays d'Interpol. C'est la police judiciaire qui s'occupe de ça. Et c'est la police technique et scientifique qui gère tout ça. Voilà. Donc, pour un vigiste que vous voyez, c'est comme l'armée, pour un vigiste qui va prélever sur le terrain, vous avez 10 personnes dans les zones bureaux qu'on ne voit pas et qui s'occupent de tout le reste. Voilà. C'est comme l'armée. Dans la logistique, il est important que le commandant sur le terrain. Donc, c'est toute la police technique et scientifique, c'est toute la logistique de l'enquête. Moi, à Toulouse, au service de la judiciaire de Toulouse, il y avait 154 enquêteurs. Voilà. Et je gérais 47 personnes pour la police technique. Alors, du personnel administratif, policier. Voilà à ce niveau-là. Alors, ce qui nous embête beaucoup, nous, quand on arrive sur les lieux, c'est la préservation des traces et indices. Pourquoi? Parce que si c'est extérieur, les lieux vont être pollués, il va y avoir des passants qui vont passer, qui vont essayer de toucher le feu avant que la police arrive. Voilà, une zone un peu éloignée à gendarmerie citoyenne, dans une gendarmerie, tout le monde va être dessus, c'est un appartement, c'est mieux, mais bon, après, il y a des secours qui vont arriver, ils vont laisser eux leur propre trace, ça on le sait. Voilà. Et donc, ce qui nous embête le plus, c'est la préservation des lieux. On a fait beaucoup d'efforts, mais il y a encore d'efforts à faire. Donc je vous ai amené ce petit film, vous allez voir, c'est 2 femmes de ménage qui viennent prendre leur travail. Bon, tout est en anglais, mais vous n'avez pas besoin de traduire, vous allez voir ce qui se passe. O Orlando tira a calça com cueca dentro. Por que não tira a cueca dentro da calça? Ele fica 5 dias com a mesma cueca. Sabe, a Maria tá ganhando 10 euros. 10 euros? Pra limpar? Tá trabalhando depois do expediente. Maria, o que é isso? Esses demônios dessas crianças fizeram festa aqui de novo. Se os pais soubessem tanto dinheiro e tão mau gosto pra música.
Sim, com certeza. Les policiers sont en train de se préparer. Voilà. Voilà. Alors, donc, pour éviter ça, évidemment, on bloque les lieux le plus vite possible. Mais voilà. Voilà. Et donc, on a évidemment des tenues adéquates. Voilà. Vous l'avez vu vite fait dans le film. C'est notre Voilà. Alors, tenue pour évidemment ne pas laisser au contraste, parce que Edmond Locard, dont je vous parlais tout à l'heure, là, le premier créateur de la mode police de Lyon, il a fait une théorie qui dit qu'un malfaiteur, quand ça passe sur une scène de crime, ça va laisser ses propres traces. Alors, évidemment, ça peut laisser de la sueur, ça peut laisser des traces papillaires, ça peut laisser ses semelles, l'empreinte de ses semelles de chaussures, des fibres, etc. Voilà. Et à contrario, donc il va laisser ses propres traces, mais à contrario, il va lui récupérer sur lui, sans nous apercevoir, des traces venant de la scène de crime. C'est pour ça que quand on va chez un malfaiteur et qu'on fait une perquisition, voilà, la police technique et scientifique va intervenir aussi pour voir si on ne trouve pas des choses qui viennent donc de la scène de crime aussi. Voilà. Alors, ça, évidemment, ça sert pour ça, mais ça sert aussi au niveau de l'hygiène de l'intervention. Et donc, il y a une anecdote qu'on raconte à nos jeunes collègues quand on les forme, une anecdote qui se passe de Grenoble, si tu me rappelles bien. Dans un petit immeuble, les voisins commencent à sentir une odeur un peu difficile à supporter, et ils s'aperçoivent qu'à cette odeur que la voisine qui a un âge très avancé en face, ils ne l'ont pas vu depuis quelques semaines. Hein, voilà. Donc ils appellent le commissariat arrive, comme on n'a pas la clé, on fait une réquisition au février, et ça sent très très mauvais. Et comme la dame n'a pas payé depuis un moment la facture de l'élève, le courant est coupé. Voilà. Et donc avec le commissariat, il y a donc des personnels scientifiques du commissariat. Et comme on dit toujours, la police technique, ça doit la faire en premier. Voilà. Des fois ça arrive, on n'attend pas trop, mais des fois, là, ça sera un commissariat un peu qui a massacré, là on pense que la police scientifique doit rentrer en premier. Et le collègue pirate, habillé comme ça ordonnement, ça la lumière, il trébuche sur le cadavre, il tombe dessus, et le cadavre explose. Avec des gaz, voilà, ça tombe. Donc ça sert aussi, c'est réel. Voilà. Et ça sert aussi pour se protéger hygiéniquement. Voilà. Hein, voilà. Pour ça aussi. Les noyés aussi, hein. Si vous voyez un jour il y a un noyé, ne le touchez pas parce que les pompiers craignent d'ailleurs, dès qu'on fait ça sur la peau, avec les gaz, tout explose. Hein. Voilà. Vous avez mangé, c'est fait. Voilà. Voilà, alors l'équipement après, bon lui il est habillé, hein, et donc on a ce qu'on appelle un mobilable. Alors je suis assez fier de cet AUG, parce que c'est avec mon équipe à Toulouse qu'on l'a créé, et qui est dans toutes les pays de France. Alors mobilable, ça veut dire laboratoire mobile d'intelligence judiciaire, mais on a fait un clin d'œil au premier mobilard, si vous voulez. Alors la mobile judiciaire, c'est créé par Clémenceau, voilà. Les brigades victimes, et comme ils partaient partout en France, on appelle ça les mobilards. Alors, mobilard, ça faisait à la fois le laboratoire mobile, et puis on avait fait un petit clin d'œil avec la nation. Donc, et dans ce mobilab, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tout l'équipement pour aller sur le terrain, alors en ville et en campagne. Moi, en police judiciaire, on s'occupait beaucoup de terrorisme basque, parce que les caches de terrorisme basque étaient sur la Lot-et-Garonne, dans le Gers, etc. Et quand on partait à la campagne, on faisait des trous, dans le forêt, pour cacher les armes, etc. Donc on arrivait, après, il faut faire le papier dans la procédure judiciaire pour les enquêteurs, et nous, les rapports techniques. Donc, on avait, et en plus, on est soumis à des normes d'assurance qualité, mais dans l'hygiène et sécurité. Donc, on avait créé ce camion, on avait fait une partie salle à l'extérieur, hein, voilà, où il y avait un groupe électrogène, etc. Hein, voilà, et tout l'équipement, tout le monde. Et puis après, à l'intérieur, une partie propre. Voilà. Donc ça, on le verra avec les armes. Ça, c'est pour diffuser des vapeurs de cyanoacrylate. Le cyanoacrylate, c'est contenu dans la superglue, hein, que vous avez tous à la maison. Voilà, la superglue. Et quand on met ces empreintes sur quelque chose de non poreux, c'est-à-dire un verre, cette table, etc., tout ce qui est non poreux, en vaporisant dessus des vapeurs de cyanoacrylate, et bien la colle polymérise la sueur que vous avez laissée sur la table. Voilà. Et après, donc, on a une empreinte plastifiée. Je vous en montrerai quelques.
Donc voilà, on a tout ce type d'équipement qui nous permet de prélever toutes les traces, qui nous permet de prélever même de l'eau dans des rivières, etc. Ça, on en reparlera, c'est les diatomées pour ceux qu'on retrouve dans l'eau. Et après, il y a dans l'intérieur du camion des micros, pour faire tous les micro-prélèvements, alors les fibres, la biologie, etc. La biologie, on a donc évidemment pour conserver au froid, parce que dans la biologie, il faut conserver au froid, donc tous ces équipements, tout qu'on appelle, pour prélever tout ce qui est microtrace. Voilà. C'est-à-dire, si on enlève les empreintes digitales et le cadavre, entre guillemets, après, c'est des microtraces, c'est-à-dire des traces infimes dont on ne voit pas souvent à l'œil nu, et je vous montrerai le matériel de lumière qu'on a là-dedans. Voilà. Voilà, donc à l'intérieur, voilà. Donc on peut travailler donc à l'intérieur pour faire pour que l'officier de police judiciaire fasse ses procès-verbaux de constatation et que nous on fasse notre premier rapport technique. Voilà. Et ici, dans le booster, on en reparlera tout à l'heure. Et là, ici, c'est un détecteur de vapeur d'incendie. Hein, voilà. Quand on arrive sur un lieu qui a vraiment beaucoup brûlé, en attendant que les chimistes du laboratoire de police arrivent, on peut, avec ça, c'est un renifleur, entre guillemets, de vapeur. Alors, si un bar a brûlé, où il y avait de l'alcool, ça siffle aussi. Donc, il ne faut pas faire attention entre la vieille prune et puis l'incendie criminel. Et ça nous récupère, c'est pour cibler le départ du feu. Parce que le départ du feu, il y a des agressions thermiques, et quand tout a brûlé, ça s'est écoulé, des fois c'est difficile de savoir où on parle le départ du feu. Voilà. Donc on a tout l'équipement qui nous permet de faire tout ce genre de prélèvement. Voilà. Voilà. Alors la recherche et la matérialisation des traces indices, la recherche des indices, que ce soit à l'extérieur ou dans une pièce, ça se fait d'abord à l'œil nu. Hein, on regarde à l'œil nu. Voilà. Après, dans une pièce qui est éclairée par le haut, en général, cette lumière-là va nous aider, mais elle va écraser tous les reliefs. Sur les vidéos, elle va écraser. Voilà. Alors pour chercher tous les indices, en fait, il faut mettre la lumière en ce qu'on appelle la lumière rasante, c'est-à-dire on met le faisceau lumineux à ras le sol. Et là, si on éteignait les lumières, même avec une lumière blanche, on verrait vos traces de pas, on verrait des petites fibres, de la poussière peut-être, etc. Et donc on recherche tous les indices, d'abord en lumière blanche, et donc avec l'appareil qui est là, ça s'appelle un kinescope. En fait, c'est une grosse lampe à xénon qui permet de balayer tout le long de la lumière visible, donc les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a des fibres qu'on va voir en lumière verte, d'autres en lumière orange, qu'on va voir en lumière verte, etc. Donc c'est très long la gestion de ces indices. Très long parce que après, il faut passer tout le faisceau lumineux. S'il y a une petite pièce, ça va. S'il y a une maison avec 5 pièces en dessous, 5 pièces au rez-de-chaussée, 7 pièces au-dessus, on y passe à un certain temps. Hein, voilà. Et il faut tout photographier. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, l'appareil que vous avez vu ou pas trop vu, donc c'est une boîte à lumière avec une lumière puissante à xénon, et ça nous permet ce qu'on appelle d'identifier les indices ou de les relever en photoluminescence. C'est-à-dire ceux qui ne se voient pas à l'œil nu, mais à la lumière bleue, à la lumière verte, à la lumière orange, il y a un aspect de. Alors, on a une longueur d'onde de réflexion, voilà, qui nous éclaire le sujet, et nous on se met des lumières oranges pour faire un filtre et pour voir la luminescence. Comment on fait la photo terrestre, ça s'appelle la photoluminescence. Voilà. Et donc, ici, c'est des cailloux. Normalement, ce sont des cailloux. Et quand on passe en lumière bleue, en photoluminescence, eh bien, on voit qu'il y a des os au milieu des cailloux. Voilà. Ça, c'est des carrés. Tout ce que je vous montre ce soir, ce sont que des carrés. Ça n'a pas été des montages, ni pour nous la formation, ni pour vous ce soir. Moi, j'ai trié un peu les diapos parce que je vais venir 8 jours, nuit et jour avec vous, mais bon, peut-être vous allez aller vous coucher, moi aussi, après. Voilà. Mais je vous ai sorti que des cas réels criminels, en général. Hein, voilà. Alors, d'autres. Voilà. Ça, c'est une main graisseuse dans une cuisine. Voilà. Alors, en général, il faut mettre du cyanoacrylate dessus. Mais quand c'est très graisseux, en lumière bleue, ça, c'est pas de la lumière ultraviolette, c'est la lumière bleue qui est très près de l'ultraviolet. Et bien, comme il y avait beaucoup de graisse, voilà, qui était polluée, graisse polluée, ça nous a détecté dessus. Hein. Voilà. Alors, ça c'est la photoluminescence. Il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle la chimiluminescence.
Alors la chimiluminescence, je vous parlais tout à l'heure du Gustave, la petite bouteille avec le vaporisateur, on fait les fleurs de la jardinerie. Voilà. La chimiluminescence, c'est une réaction chimique où on n'a pas besoin de lumière. Là, en photoluminescence, il fallait éclairer une longueur d'onde d'éclairage, une longueur d'onde d'observation. Là, on n'a pas besoin de lumière. C'est pour rechercher et révéler du sang qui a été lavé. Voilà. Dans une maison, il y a une chaîne de tri, il y a le malfaiteur du quelqu'un, il y a du sang de la victime, même de lui qui a été coulé, il prend le serpillère et il lave. Et bien nous, avec le Gustave, vous avez vu tout à l'heure, alors le Gustave, c'est composé d'un peu de luminol. Le luminol, c'est des produits chimiques, c'est très cancérigène, mais quand il est préparé comme ça, il n'y a aucun souci. Et qui va réagir avec l'hémoglobine, les globules rouges. Il va réagir à l'luminescence directe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire à la place. Voilà. Même si elle est lavée. Voilà. Et on saura que là, il y a eu du sang. Après, nos biologistes vont l'analyser, vont chercher l'ADN, etc. Voilà. Mais nous, sur le terrain, on va voir où il y a eu du sang. Et c'est bien, ça marche sur tous les supports. Les supports comme ça, les lignons, la moquette, le bois, le béton, etc. Nous, à Toulouse, je crois, il y a. Alors, je vais vous montrer. Après, je vais vous expliquer Toulouse. Voilà. Hein, voilà. À gauche de la moquette, rien. Hop, et ça sort immédiatement. On met d'ailleurs les photos sur pied pour mettre sur parce qu'après ça disparaît et souvent ça ne revient pas. Mais au moins, on a la photo, évidemment, pour mettre la possession ici, que l'OPJ va mettre dans le terrain. Et après, donc, on va pouvoir faire notre prélèvement, on a vu ça apparaît. Voilà. Alors, par contre, ça réagit avec des hémoglobines du sang, on a des globules rouges. Voilà. Alors que l'ADN, c'est dans les cellules, il y a des globules blancs. Alors, nous, on explique au magistrat, par écrit, qu'on peut trouver des traces de sang lavé, mais qu'à l'ADN, ça peut ne pas marcher parce que si on a bien frotté, ils sont fainéants en général, les médecins. Si on a l'analyse d'exercice, il faut frotter dans l'exercice du bois, il prélèvera pas. Lui, il a le droit, donc il prélèvera dans l'exercice, dans les caractères, ils sont fainéants. Et donc, mais on expliquera au magistrat pourquoi peut-être le labo de police aura du mal à trouver de l'ADN. Voilà. Alors, à Toulouse, je vous disais, une fois, il y a des étudiants, des pseudo-étudiants, mais des étudiants, ils étaient